moi, je suis encore d'une génération où on disait que les règles douloureuses, c'est normal, qu'il faut apprendre à vivre avec. Et puis, comme il y a quand même un caractère génétique dans l'endométriose, très souvent, on se retrouve avec une lignée de femmes qui vous disent « J'ai souffert, ta grand-mère a souffert, tu souffriras », avec le côté malédiction divine. Donc, on s'auto-censure, on va pas forcément voir les médecins. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Marie-Rose Gallès. Bonjour et bienvenue Marie-Rose. Bonjour. Vous êtes juriste de formation et vous êtes ce que l'on appelle une patiente experte endométriose. On vous connaît sur les réseaux sous le pseudo de Super Endo Girl. Vous donnez des conférences aujourd'hui, des formations sur l'endométriose. Vous avez écrit 3 livres sur l'endométriose, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier roman qui s'appelle « C'est pour votre bien, madame », illustré par Morgane Carlier. C'est important de citer l'illustratrice. Cette phrase-là, c'est pour votre bien, madame, c'est une phrase que vous avez peut-être entendue, que beaucoup de patientes ont entendu de la part de ce qu'on appelle des médecins maltraitants. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, paradoxalement, j'ai mis quasiment plus de temps à trouver le titre qu'à écrire le livre. Mais c'est vrai que oui, il y avait ce point commun entre les médecins maltraitants, c'est qu'ils me disaient toujours que c'était pour mon bien. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ces gens qui font des remarques discriminantes et qui, après, n'assument pas et donc vous disent que c'était pour rire. Et donc, je rigole. C'est ça. C'était pour rire. Ouais, non. Bah, écoute, si j'ai pas ri, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que les médecins qui faisaient réellement ça pour mon bien, en fait, ils m'expliquaient, voilà, on va faire tel examen pour telle raison. Ils me demandaient mon consentement, mais du coup, ils n'avaient pas besoin de dire que c'était pour mon bien, puisque ça coulait de source. Alors que ceux qui sont assez maltraitants, oui, on se raccroche aux branches comme ça. Non, mais c'est pour votre bien, madame, enfin. C'est aussi une phrase que vous entendez de la part de tous ceux à qui vous expliquez quelle est votre situation, ce qui se passe, et qui vous disent mais c'était pour ton bien. Oui. C'est-à-dire que quand on n'est pas malade, on comprend pas. On comprend pas, et surtout, en fait, il y a aussi cette idée que le malade n'est pas à même de juger la situation. Et quand on essaie d'expliquer aux gens qu'on a côtoyé des médecins bien traitants, on a côtoyé des médecins maltraitants, et que quand on dit qu'on a vu la différence, et que si, il y a une différence, c'est qu'on a toute notre cervelle, tout va bien, on est malade, mais on est encore capable d'apprécier la situation. Et vous expliquez très bien que quand on devient malade, finalement, notre corps ne nous appartient plus, et quand on l'a dit, eh bien tout le monde a un avis. C'est ça, c'est un peu comme être enceinte. Soudainement, alors tout le monde a sa petite astuce pour vous guérir. Alors, est-ce que tu essaies de dormir en pleine lune, les pieds à l'envers? Oui, tout à fait. Manger des carottes aussi, oui, mais non. Oui, mais t'as vu, il y a machin qui a sorti un nouveau traitement, et puis il y a Bidule qui est une nouvelle technique opératoire. Donc tout le monde a son petit avis sur le sujet, et puis tout le monde a son petit avis aussi sur le quotidien que vous menez, quoi. Parce que il y a aussi cette idée que parfois, quelque part, le malade est malade parce qu'il le veut bien, hein. Mais si vraiment il le voulait, il serait en bonne santé d'abord. Alors, vous avez écrit 3 livres sur l'endométriose en tant que patiente experte, et là, c'est un roman. Est-ce que vous avez une idée du genre auquel appartient votre livre ? Alors oui, c'est un roman un peu hybride, c'est un roman de sensibilisation, donc voilà, il rentre pas franchement dans une case, mais c'est vrai que oui, c'est à mi-chemin entre le feel good et la sensibilisation à ce sujet dont on parle de plus en plus, les violences gynécologiques, mais dont on entend le nom, mais les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est au quotidien. Et c'est vrai que le roman, ça permet de se mettre à la place de la personne qui a vécu ça. Et vous l'expliquez, hein, avec ce premier roman, j'ai voulu rendre accessible le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur ces violences, les violences gynécologiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par violence gynécologique ? Alors oui, parce que déjà là, la définition du Haut Conseil à l'égalité fait 10 lignes, donc c'est un peu complexe. Mais grosso modo, ce sont des actes, des paroles qui vont finalement un peu déposséder déjà le patient de ses droits dans l'accès aux soins, de son libre arbitre sur les soins, les examens qu'il ne veut ou qu'il ne veut pas. Et donc, voilà, qui peuvent aussi entraîner tout un tas de soucis par la suite, donc notamment dans son rapport à soi-même, dans son rapport au corps. D'ailleurs, les patients connaissent peu leurs droits, hein. Mais oui, mais à tel point que moi, en tant que juriste... Vous êtes juriste, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais on connaît peu nos droits, et même en les connaissant, si vous voulez, on est dans une société où les médecins sont tellement pas habitués non plus à ce qu'on les fasse valoir, qu'ils présentent les choses de manière un peu, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et moi-même, en tant que juriste, je me suis déjà retrouvée face à des médecins
à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de dire non ? Et heureusement, il y a toujours une petite voix qui m'a dit, non mais attends, c'est ton corps, on est où là ? Tu fais encore ce que tu veux de ton corps, mais c'est vrai que oui, c'est présenté de telle façon que même en connaissant ses droits, moi-même, je me suis retrouvée des fois bouche bée en me disant, mais est-ce que vraiment j'ai le droit de dire non en fait ? Alors vous vouliez, à travers le roman, donner vie à ce rapport et expliquer les conséquences psychologiques de ces violences gynécologiques. Ah bah oui, parce qu'on a un beau rapport de 2018 qu'honnêtement, on est 30 féministes spécialisées en santé à avoir lu, mais c'est tout. Donc dans ce rapport, on nous donne des termes super techniques, on nous dit, voilà, ça pose des problèmes de confiance en soi, ça peut aller jusqu'au stress post-traumatique. Alors c'est bien, ça fait des jolis mots, des jolis hashtags, mais concrètement, ça donne quoi au quotidien quand on doit se lever, aller au travail, interagir avec des gens, voilà, comment on vit quand on ressent tout ça, quand on a vécu ce passé-là. Alors, la maladie dont vous souffrez, c'est l'endométriose. Alors, vous avez des douleurs depuis quel âge à peu près ? Alors moi, je fais partie des cas qui montraient même des douleurs avant les premières règles. Donc, les premiers symptômes, on peut les noter vers 6-7 ans. Donc, en gros, il y a des douleurs dont j'ai appris à vivre sans à peine 30 ans, quoi. Donc, ça fait bizarre d'ailleurs quand on a quasiment connu toute sa vie avec ces douleurs-là et qu'elles disparaissent. Bah, tiens, c'est sympa la vie en fait. Donc oui, j'ai quasiment toujours connu ces douleurs avec l'arrivée des premières règles qui a forcément été catastrophique. Donc voilà. Et vous avez été diagnostiqué à 26 ans. D'accord, et vous avez connu ce que vous appelez, et vous aimez beaucoup le mot, l'errance thérapeutique. Alors, pourquoi vous n'aimez pas ce mot d'errance thérapeutique ? Parce que dit comme ça a un côté très poétique, errance, on s'imagine limite un truc de l'époque romantique, voilà, avec les gens qui sont là à se balader dans les parcs, les tenues de la belle époque, mais alors que c'est quand même surtout un parcours du combattant, ça ressemble plus à un parcours d'entraînement de militaire qu'une balade. C'est-à-dire, vous êtes allé de spécialiste en spécialiste. Enfin, quand vous étiez petite, j'imagine que vous en parliez à vos parents, enfin à votre maman. Alors, c'est vrai que, en fait, oui, quand vous dites, voilà, je suis malade, je suis pas bien, je peux pas aller à l'école, on vous emmène chez le médecin. Mais si vous voulez, moi, je suis encore d'une génération où on disait que les règles douloureuses, c'est normal, qu'il faut apprendre à vivre avec. Et puis, comme il y a quand même un caractère génétique dans l'endométriose, très souvent, on se retrouve avec une lignée de femmes qui vous disent « J'ai souffert, ta grand-mère a souffert, tu souffriras », avec le côté malédiction divine qui pèse sur la famille. Et on n'en est pas morte. C'est ça aussi. Et donc on s'auto-censure, on va pas forcément voir les médecins. Moi, il a fallu en fait vraiment que j'ai un gros souci de santé, une rupture de kyste ovarien, donc qui n'est même pas un kyste endométriosique, un kyste fonctionnel, mais qui allait de pair avec une décharge d'œstrogène. Or, comme c'est une maladie œstrogène-dépendante, ça a complètement fait flamber la maladie. Mais sans ça, honnêtement, j'aurais pas fait poser le diagnostic, parce que quand cet événement est arrivé, moi, ça faisait 2 ans que j'avais compris que c'était une endométriose. Voyant que les médecins ne se montraient pas très alertes et que j'avais autre chose à faire que de les payer pour m'entendre dire que c'était dans ma tête, j'avais laissé tomber. Mais c'est vraiment quand je me suis retrouvée alitée que je me suis dit, en fait, sans diagnostic, j'ai pas de traitement, et sans traitement, ma vie part en sucette. Donc, voilà. Donc il faut quand même qu'on le pose. C'est ça. Comment est-ce que vous êtes devenue une experte de votre maladie ? Par nécessité, en fait, de base, patient expert, ça vient de la crise du sida. Donc, en fait, voilà, on était dans une situation inédite où on avait des gens qui décédaient et des médecins qui étaient sans aucune solution. Donc, on a des patients qui se sont mis à lire de la littérature scientifique jusqu'à devenir experts dans leur propre maladie. Pathologie, ouais. Exactement. Et donc, en fait, c'est resté avec les années, et puis maintenant, ça se professionnalise. Mais de base, c'est ça. En fait, moi, j'étais alitée. Les médecins me disaient, une fois qu'on a donc l'errance thérapeutique, voilà, donc on pose le diagnostic, et puis en fait, après, on passe de l'errance diagnostic à l'errance de prise en charge, en fait. Et ils vous disent, super, on a le diagnostic, et puis on ne sait pas quoi faire de vous. D'accord. Vous voulez pas retourner vivre chez votre mère à 26 ans? Non. Non, mais, voilà. On vous l'a vraiment dit? Oui, parce que j'étais alitée, quoi. Donc, c'est-à-dire que faut aller voir comment je me traînais aux rendez-vous médicaux. J'y allais avec un sac plastique parce que j'avais peur d'être prise de vomissement tellement j'étais mal. Dans les salles d'attente, je mettais mon sac sur un siège et je me roulais en boule parce que je tenais pas debout. Et vraiment, ils savaient pas quoi faire de moi. Ils étaient complètement démunis. Et donc, je me suis dit, finalement, la seule personne qui a vraiment envie de me sortir de là et qui y consacrera tout son temps, c'est moi.
Donc je me suis mise à lire des choses et puis on absorbe. Alors vous êtes allé chercher où ? Alors j'ai commencé par du tout public, vraiment des trucs genre Top Santé, tout ça. Après j'ai augmenté un petit peu le niveau avec des livres un peu spécialisés, jusqu'à vraiment finir sur les sites de littérature scientifique, PubMed, NCBI, tout ça, où là voilà, vous emmagasinez un max d'informations. Mmh. Et là, aujourd'hui, parce que moi je vous écoute et je vous suis régulièrement, vous êtes devenue vraiment une spécialiste de l'endométriose. Même parfois, vous en parlez mieux que des spécialistes. Ça doit les énerver beaucoup. Alors ça dépend lesquels. Il y a des médecins qui me demandent de leur faire des formations un peu en accéléré, des généralistes, des sages-femmes, des étudiants en médecine, tout ça, parce qu'ils se sentent vraiment démunis et généralement ils viennent assis avec un passif. C'est-à-dire que dans leur patientèle, ils ont été confrontés à une patiente qui a de l'endométriose, ils se sont sentis en échec parce qu'ils ne savaient pas quoi proposer et donc ils sont très heureux d'avoir mes formations parce qu'ils se disent la prochaine fois je serai armée. Là j'ai été recrutée entre guillemets par un projet de recherche scientifique qui s'appelle EndoGalaxy. On va faire vraiment de la recherche fondamentale et voilà, l'autre jour j'étais à la table au même titre que les scientifiques. Donc ça dépend des personnes, mais il y en a qui le vivent bien, mais l'autre jour, ça m'a fait rire parce qu'il y avait un gros colloque sur l'endométriose et donc il y avait une conférence entière sur les patientes qui ont de l'endométriose nous disent qu'on fait parfois des violences et notamment certaines influenceuses, et ça m'a fait rire, c'est la seule influenceuse sur le créneau, c'est moi, donc j'avais envie de lui dire, gars, vas-y, balance le nom. Alors sur TikTok, vous avez de la concurrence. Ah oui. Alors sur TikTok, c'est un sujet qui cartonne. Mais oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, TikTok, maintenant, c'est beaucoup ouvert à l'humour. Et c'est tellement ridicule ce qu'on nous sort qu'il y a de quoi en faire des sketchs à l'infini. Aujourd'hui, la compréhension de l'endométriose par rapport à quand vous étiez petite a beaucoup progressé. Mais j'ai l'impression que peu de gens arrivent à la définir toujours. Oui. On est resté un peu au stade, c'est la maladie des règles douloureuses. Ça fait mal au ventre. Mais rassure-toi, Alicia Milo a eu un enfant. Généralement, on a le droit à ça comme réponse. C'est mignon, hein. C'est vraiment, il y a aucune méchanceté là-dedans. Mais on se rend compte qu'effectivement, les gens perçoivent ça de très loin. Donc, tant qu'on n'est pas concerné, de toute façon. Oui, puis c'est une maladie qui est protéiforme. Et puis dans les médias, il y a aussi ce que j'appelle Barbie a de l'endométriose. Souvent dans les médias, on montre l'endométriosique type, elle rêvait d'avoir un enfant, elle a enfin réussi à en avoir, et puis elle passe ses journées à faire du yoga. Dans la vraie vie, on est en pilou dégueu avec une bouillotte, c'est moins fun. D'accord, mais le yoga fait partie de la prise en charge thérapeutique. Oui, mais généralement, vous avez l'archétype de l'Instagrammeuse là, qui est tout stylée, toute pomponnée. C'est un petit peu loin de la réalité, quoi. Vous avez décidé de ne pas cacher votre maladie, d'en parler. Est-ce que le regard des gens a changé sur vous ? Je crois que c'est surtout moi qui ai changé, en fait. D'arrêter de s'auto-censurer. Finalement, on prend confiance en soi et puis on arrête de perdre du temps aussi inutilement, parce que cacher une maladie, on ne se rend pas compte. Mais cacher une maladie chronique, ça vous prend plusieurs heures par jour. Il y a beaucoup de maladies ou de handicaps qui ne se voient pas. Il faut savoir. C'est ça. Autour de vous, vous êtes entouré de gens qui ont des maladies chroniques et qui n'en parlent pas, qui ont décidé de ne pas le dire parce que souvent, dans le milieu professionnel, ça peut être compliqué. C'est ça, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'air de rien, cacher vos allers-retours aux toilettes, cacher quand vous avez mal au ventre, cacher la fatigue, tout ça, en fait, ça vous prend du temps et c'est du temps que vous passez à ne pas travailler. Et du coup, finalement, d'en parler, je me suis affermée et je consacre mon temps à des choses utiles plutôt qu'à essayer de rentrer dans un moule où, de toute façon, je ne rentre pas. Donc, autant passer dessus. Votre héroïne, par exemple, elle a un entretien d'embauche et elle le dit. Alors qu'on lui a dit de ne pas le dire. Mais oui, parce qu'elle se rend très vite compte qu'en fait, ça va pas être tenable et que si c'est pour dire oui et perdre son poste au bout de 2 jours parce que elle est à moitié là à force de cacher la maladie, ça va pas le faire. Alors cela dit, elle est plus courageuse que moi. Parce que moi, j'ai mis 1 an pour l'avouer à ma boss. Mais vous étiez déjà en CDI ? Même pas. Non, j'étais en CDD. Mais un jour, l'endométriose a pété et j'ai pas trop eu le choix que de dire, là, en fait, la maladie me cloue au lit. Donc voilà. Après, ça faisait 1 an que j'étais là et j'avais pu faire mes preuves. Mais comme quoi, mon héroïne est plus courageuse que moi. Mais c'est compliqué, vous avez peut-être des collègues, vous qui nous écoutez, qui souffrent d'endométriose, et il y a des jours où vous ne pouvez pas travailler, parce que vous êtes cloué par la douleur. C'est ça. Et c'est vrai que comme ça ne se voit pas, les gens peuvent avoir du mal à comprendre.
Exactement, oui, il y a ce côté mais t'as pas l'air malade. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent s'entendre. Hein. Oui. Après, il y a ceux à qui vous allez expliquer et qui vont comprendre qu'effectivement, voilà, et ceux qui vont vraiment rester bloqués sur pour être malade, il faut avoir l'air malade, quoi. C'est un petit peu compliqué. Voilà, et c'est le book club aujourd'hui de Marie-Rose Gallès qui est patiente experte endométriose. Vous avez un podcast d'ailleurs que vous animez qui s'appelle comme votre blog. Oui, endométriose mon amour. Voilà. Vous avez fait une campagne de crowdfunding pour le financer, c'est ça ? Exactement, qu'on vient de clôturer avec succès. Donc, il y aura une saison 3. Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman. Ça s'appelle « C'est pour votre bien, madame ». Un roman qui se passe à Andoland, comme vous le dites. Et votre héroïne a 30 ans et elle est atteinte d'endométriose. Elle vient de reprendre un emploi après s'être arrêtée après une longue maladie. C'est ça. Elle retrouve le monde de travail et elle explique que son regard sur le monde du travail a changé. Oui, c'est ça. C'est qu'une fois que vous êtes en congé longue maladie, que vous savez pas de quoi demain sera fait, puisque les médecins ne savent pas quoi faire de vous. Oui, ce monde où toute la journée tourne autour du travail perd un peu son sens face à la santé, tout simplement. Mmh. Donc maintenant, quelles sont ces nouvelles valeurs par rapport au travail ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? Et finalement, elle le remet un petit peu à sa place, le travail. Finalement, le travail, c'est bien. On y passe une partie de sa journée et il faut être dans un environnement sain. Mais elle le remet à sa place aussi où c'est aussi là pour lui permettre de bien vivre. Et ce qui passe en priorité maintenant, c'est sa santé. Parce qu'une fois qu'on a perdu la santé, on mesure la valeur qu'elle a. On va écouter une première chanson dans cette émission. Alors, c'est Marilyn Monroe. Une chanson qui est extraite d'un film qui s'appelle Certains l'aiment chaud, I Wanna Be Loved by You, et on expliquera pourquoi Marilyn Monroe. Alors Marilyn Monroe, pourquoi Rose ? Pourquoi ? Parce que c'est la plus célèbre des endométriosiques. Et comment on le sait ? Parce qu'à l'époque, j'imagine que le mot n'existait pas. Et oui, à l'époque, on était encore un peu dans le flou artistique, on ne posait même pas les diagnostics, du moins on les disait pas aux patientes. C'est l'un de ces biographes en fait qui, en creusant son dossier médical, est retombé sur les rapports qu'avaient fait les chirurgiens et on comprend qu'elle a subi un certain nombre d'opérations donc pour essayer de canaliser cette endométriose. Sauf que les médecins, déjà qu'aujourd'hui on maîtrise assez peu, à l'époque c'était encore pire. Donc en gros chaque opération entraînait plus de dégâts et donc ça explique son addiction aux médicaments, qui étaient tous ces antidouleurs qui étaient là pour essayer de gérer les effets de la maladie. Alors après il y a toutes les questions, mais comment c'est possible, elle a l'air tellement bien, c'est un sexe symbole. Parce qu'elle n'a pas l'air malade. On en revient, l'éternel problème de l'endométriose, on n'a pas l'air malade. Mais moi, c'est marrant, entre guillemets. Je dis toujours, quand on me dit ça, je réponds, oui, mais il faut juste pas m'ouvrir parce qu'à l'intérieur, c'est la catastrophe. Et c'était exactement ça pour Marilyn. Les rapports des chirurgiens sont assez dramatiques. On voit qu'elle en a partout sur les organes, qu'au fil des opérations, on développe des adhérences. Donc, tous les organes sont collés les uns contre les autres. Et du coup, oui, ça représente assez bien ce paradoxe de l'endométriose. Donc, le mot de ceux qui en souffrent, c'est endométriosique. C'est ça. Alors, il y a autant d'endométriose que de personnes qui en souffrent, et c'est pour ça peut-être que c'est compliqué à définir. Si vous deviez définir votre maladie, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, si on veut une définition carrée, c'est endométriose, donc étymologiquement parlant, on retrouve endomètre, ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus, et ose, donc malade. Donc, en fait, on est sur une espèce d'endomètre un petit peu mutant qui va aller se balader dans le corps et donc faire des dégâts là où il ne devrait pas être, forcément. Donc, il faut expliquer que ça se déplace. Alors, oui et non, en fait, on ne sait pas trop encore comment ça fonctionne. Visiblement, on a des lésions à la naissance, mais certaines peuvent se déplacer, on ne sait pas trop encore. Ça, c'est un des points d'interrogation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut en avoir partout dans le corps. Partout. Et alors, quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes les plus courants, ça va être des règles douloureuses, de violentes contractions utérines, des douleurs pendant les rapports, des problèmes digestifs avec des douleurs à la miction, à la défécation, et ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, donc quand les nerfs sont atteints. Et donc, ces douleurs neuropathiques, elles peuvent être localisées partout ?
Alors, ça va être en fait en fonction des lésions, donc là où les nerfs vont être abîmés. Le plus souvent, c'est dans le pelvis, hein, donc en fait, ça va être au niveau du bas-ventre, des sensations de décharge électrique, de picotement, de fourmillement, une pression d'étau, une difficulté à supporter les vêtements. Donc des symptômes. Les douleurs neuropathiques, ça va pas être comme les douleurs auxquelles on est habitué le plus souvent, qui sont des douleurs assez aiguës. Là, c'est des douleurs un petit peu sourdes, parce que ce sont les nerfs qui sont endommagés en fait, et qui, rappelons-le, hein, les nerfs, c'est ce qui envoie le message de douleur au cerveau, et donc ça va envoyer des messages un petit peu étranges au cerveau. Et c'est courant, hein, les douleurs neuropathiques, nous sommes nombreux à en souffrir. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours bien identifié, aussi bien par les malades eux-mêmes que par les soignants. Et donc, elle est prise en charge par ce qu'on appelle un algologue. L'algologue, c'est le spécialiste de la douleur. C'est un médecin qui toute la journée traite juste de la douleur, parce que c'est un sujet à part entière. Alors qu'est-ce qui agit sur ces douleurs? Parce que pour quand même fréquenter pas mal de femmes qui souffrent d'endométriose, il n'y a pas grand-chose qui soulage les douleurs. Et finalement, c'est ça qui est central. C'est ça, parce que qui dit douleur dit handicap dans son quotidien, donc aussi bien pour mener sa vie privée que sa vie professionnelle. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement curatif, donc on fait du bidouillage en fonction du type de douleur. Donc pour ce qui est des douleurs de règles, par exemple, on peut couper les règles avec une pilule en continu. Faut trouver la bonne. Faut trouver la bonne, celle qui nous Là aussi, on fait des ajustements. On fait des crash tests. Et puis après, il va y avoir des douleurs inflammatoires. Donc là aussi, ça va être plus sur ce qui est régime anti-inflammatoire, sur ce qui est purement anti-inflammatoire aussi. Les douleurs neuropathiques, donc avec des traitements spécifiques. Hein, sur le marché français, il y a 5 molécules qui jouent dessus, donc c'est pas énorme. Et puis tout ce qui est contraction utérine, où là, on va être plutôt sur des opiacés. Donc, en gros, c'est chaque problématique a sa solution. Mais quand vous cumulez plusieurs problématiques, il faut composer votre programme sur mesure. Vous, aujourd'hui, vous savez quelles sont les molécules qui sont actives sur vous et qui calment bien la douleur? C'est ça. Alors, il m'a fallu 2 ans pour faire mon programme sur mesure. Et puis, en plus, rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Notre santé, elle est toujours évolutive. Mais c'est vrai que, voilà, après 2 ans de crash test, je me connais bien, je sais ce qui marche sur moi, je sais aussi ce qui doit m'alerter. Il faut aussi tout simplement s'écouter. Je sais que ça se fait pas de se dire... normalement, on dit, faut pas trop t'écouter. Mais si votre corps a quelque chose à vous dire, faut l'écouter. Est-ce que dans le traitement ou dans le milieu de l'endométriose, il y a plus de violence que dans une autre maladie? Et là, je parle de violence gynécologique. Alors, il y a un petit test qui a été fait par une association l'autre jour qui montrait que oui, les endométriosiques subissent plus de violence que les femmes qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu dans un entonnoir. Bon, il y a des violences médicales de manière générale. Hop, on redescend d'un cran, ça resserre. Alors, il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'une violence médicale, par exemple. C'est des violences qu'on va subir dans son parcours médical. Alors, ça peut être des violences verbales, par exemple, comme la grossophobie, l'homophobie. Alors là, on est en plus... Oui, faites attention à vous, vous êtes négligé, vous êtes beaucoup trop grosse, faites attention à votre santé. Voilà, c'est ça. Ou alors, je pose pas de diagnostic parce que si vous êtes en surpoids, de toute façon, tout vient de votre surpoids et je vais même pas aller chercher s'il y a une maladie derrière, une leucémie ou que sais-je encore. Voilà. Ça peut être aussi des violences physiques, donc des examens inutiles qui sont faits ou sans consentement, ou voilà, on a la possibilité de limiter les douleurs et on ne le fait pas, voire on en rajoute une couche. Hein. Je connais des médecins qui, quand vous commencez à crier, rappuient une deuxième fois en disant comme ça, t'as une bonne raison de crier, c'est sympa. Donc ça, c'est les violences médicales. Alors vous, on vous faisait faire des tests de grossesse. Oui. Ça, je l'ai eu, mais en fait, on l'a toutes. En fait, il faut savoir que quand vous arrivez aux urgences gynécologiques, la première chose qu'on vous fait faire, c'est un test de grossesse, parce que la première cause de mortalité quand vous êtes enceinte, c'est la grossesse extra-utérine. Donc, en fait, leur première préoccupation, c'est de déterminer si vous êtes enceinte ou pas pour savoir si vous faites une grossesse extra-utérine. Sauf qu'ils ne vont pas vous croire sur parole. Si vous dites que mon dernier rapport, c'était il y a 3 ans, voilà, ou que vous êtes encore vierge, ou que vous êtes enfin bref, vraiment il n'y a aucune raison pour que vous soyez enceinte. Ils ne vous croient pas. C'est tant qu'on n'a pas le test. Et il y a une espèce de chantage. Moi, je me souviens d'une fois où en fait elles m'ont coincé à 2 infirmières et en gros c'était meuf, tu le fais ou on te fout à la porte, quoi. Donc voilà, c'est sympa. Inutile de dire que les soins que j'ai eus après étaient
de la même qualité et que donc ce passage aux urgences m'aura juste coûté quelques euros. Et après, dans l'entonnoir, quand on continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les violences gynécologiques, parce que en fait, c'est ce qui ressort du rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le thème, c'est que quand vous êtes une femme, vous allez au moins une fois par an chez le gynéco. Donc de fait, quand on multiplie les occasions de subir des violences, voilà. Il y a aussi cette idée que de toute façon les femmes, elles se plaignent pour rien. C'est ce fameux syndrome de Yentl, c'est-à-dire que si vous vous plaignez de maux de ventre et que vous êtes un homme, vous serez plus rapidement pris en charge. De manière générale, les diagnostics sont posés beaucoup plus tôt chez les hommes que chez les femmes. Et après, on resserre encore avec l'endométriose. Donc, vous êtes une femme, vous êtes chez les gynécologues, vous allez encore plus souvent chez le gynécologue puisque vous avez une maladie gynécologique. Et en plus de ça, c'est une maladie qu'on appelait l'hystérie il n'y a pas si longtemps que ça. Où, en gros, il y a encore cette idée de... Qu'est-ce qu'on appelait l'hystérie ? L'endométriose. Étymologiquement parlant, hystérie, ça veut dire maladie de l'utérus. Donc, en fait, c'est juste... Oui, ça vient oui, quand on disait c'est une hystérique... Voilà, du grec hystéra, donc qui veut dire utérus. Donc et donc de base, en fait, on était vraiment sur un côté organique. On avait repéré, même de l'extérieur, à l'Antiquité grecque, donc le ventre qui gonfle, les contractions utérines, les violentes douleurs. Donc ça, on avait bien identifié. Donc pendant plusieurs siècles, on va rester sur cette origine organique. Alors, on n'a pas trop de connaissances médicales. Alors du coup, ça c'est un peu marrant parce qu'on pense que l'utérus se balade dans le corps et que du coup, c'est ça qui cause les douleurs. Alors on essaye de le rattraper. Alors on fait des fumigations du col de l'utérus pour avec des senteurs qui sont assez sympas en lui disant mais reviens par ici, ça va bien se passer. Mais bon, ça marche pas trop bien. Et puis là-dessus arrive Freud, Charcot et tout ça où on décrète que en fait ça doit être un traumatisme. C'est pour ça qu'on voit rien en fait. Ça doit être un traumatisme qui se matérialise ou quelque chose comme ça. Et c'est là que ça part en sucette et qu'on commence à nous soigner à coups d'électrochoc. Et il y a encore cette idée de effectivement on en revient de vous avez pas l'air malade, vous plaignez pour rien, vous cherchez à attirer l'attention. Et il faut être ferme avec vous. L'hystérique, c'est ça. L'hystérique, c'est la femme qu'on gifle pour la calmer, pour qu'elle se ressaisisse et la faire rentrer dans le rang. Et il y a encore un peu cette idée dans l'endométriose. Voilà, et nous parlons du premier roman de notre invitée Marie-Rose Gallès, qui est experte, patiente experte endométriose et qui publie « C'est pour votre bien, madame ». Et vous avez quitté la vulgarisation scientifique pour passer au domaine du roman. Un roman qui mélange, vous disiez le feel-good tout à l'heure, mais il y a pas mal de développement personnel et d'informations scientifiques pour ça. Du développement personnel, puisque ce qui est intéressant, c'est de suivre le parcours de reconstruction de votre héroïne. Oui, j'ai fait le choix délibéré de ne pas décrire ce qu'elle a vécu, déjà pour ne pas raviver le trauma des lectrices. Et puis, oui, pour vraiment me concentrer sur ce parcours de reconstruction, sur l'après. Ok, elle a vécu ça, ça a impacté sa vie, très bien, mais maintenant, comment elle fait pour se relever ? Vous démarrez le roman par une citation de votre idole, Jane Austen, tirée d'Orgueil et Préjugés. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un petit clin d'œil à la fin, mais oui, c'était... Puis comment ne pas écrire un roman sans citer Jane Austen ? Pourquoi ? En quoi est-ce qu'elle était avant-gardiste ? Elle faisait du féminisme à une époque où ça n'existait pas, Jane Austen. Elle dénonce dans plusieurs livres le fait qu'en Angleterre, les femmes n'héritaient pas et se retrouvaient à la rue. Elle dénonce pas mal de choses comme ça aussi. Et dans Orgueil et Préjugés, on a cette héroïne qui est beaucoup trop intelligente pour une femme de son époque et joue de son intelligence avec son entourage. Alors, elle souffre, votre héroïne, Aliénor, de ce qu'on appelle du stress post-traumatique. Voilà. Oui. Post-traumatique. Donc ça a été mis en évidence par le rapport. Tout à fait. Que vous voulez mettre en avant ce matin. Tout à fait. On se dit que les violences gynécologiques, c'est un petit peu banalisé. C'est le mauvais rendez-vous de l'année. On en prend pour son grade, mais on passe toutes par là, donc c'est ok. Et c'est vrai qu'on a montré avec ce rapport du Conseil à l'égalité que c'est plus que ça et qu'on en vient de manière pas si rare que ça, parce que par exemple dans les accouchements, c'est 25% quand même de stress post-traumatique. Ouais, voilà, ça remet les choses en place quand même. C'est beaucoup, 25%. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour quelque chose qui est assez commun à l'accouchement finalement. Et le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui va impacter tous les pans de votre vie. Et c'est une maladie psychologique, donc il faut chercher. Et heureusement, on peut en guérir, mais il faut chercher avant tout à en guérir. Et pour ça, il faut le reconnaître. Alors, vous parliez de l'accouchement. Il faut dire que sur la question de l'endométriose, vous me disiez que les sages-femmes sont très au fait. Oui. Très en pointe. Très en pointe. Et vraiment, on sent une réelle motivation d'être là, de se former et d'être là au quotidien pour les patientes. Donc, ça fait plaisir.
Sur le traitement et la prise en charge du stress post-traumatique, je sais pas, j'arrive pas à le dire, elle pratique ce qu'on appelle de l'EMDR. Alors, il faut faire attention à l'EMDR, faut mettre... Il y a beaucoup de charlatans sur la question. Non, il faut être clair, parce que ça se pratique beaucoup, le MDR. Alors, on va expliquer ce que c'est. Alors, voilà, déjà, effectivement, le MDR, c'est ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, tout ça, voilà, en première intention pour traiter le stress post-traumatique. Donc, en fait, ça va consister à vous faire des mouvements des yeux, les mêmes qu'en fait, vous faites pendant votre sommeil pour archiver les souvenirs. Parce qu'en fait, finalement, le stress post-traumatique, c'est un blocage au niveau neurologique de l'archivage de vos souvenirs. Au moment en fait où vous allez vivre votre trauma, votre cerveau va décrocher entre guillemets pour vous préserver. Sauf que du coup, vous n'allez pas digérer. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme quand votre PC vous demande de faire une mise à jour et que vous ne faites pas la mise à jour. Et du coup, vous avez tout le temps la fenêtre pop-up qui vous dit faites la mise à jour, faites la mise à jour. Plus tard. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça dans le stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'après, la moindre odeur, le moindre bruit va nous rappeler le souvenir et on va avoir des flashs, des choses comme ça. Et donc, en faisant faire ce mouvement à vos yeux, on va faire en sorte d'archiver. Donc du coup, voilà, vous n'allez pas oublier, c'est toujours là, mais ça sera plus dans le présent, ça va se mettre dans la case souvenir. Vous allez pouvoir vous reconnecter au présent, revivre votre vie. Mais c'est vrai que le problème, donc même si l'EMDR est indiqué en première intention, c'est que la formation à l'EMDR n'est pas franchement encadrée. Du coup, il y a à boire et à manger. Donc il faut trouver un bon praticien. Voilà, exactement. Je conseille de faire attention, d'être vigilant au moment de sélectionner son praticien. Comment vous avez trouvé le vôtre ? En regardant un petit peu déjà son parcours avec Internet, maintenant on peut regarder d'où vient sa formation. Vous pouvez en prendre des qui ont aussi des formations de psy à côté, donc voilà, où finalement c'est dans la continuité de leur parcours, c'est finalement un diplôme en plus. Voilà, des petites choses comme ça qui rassurent sur le choix du praticien. Vous confirmez que ça fonctionne ? Oui, franchement ça fonctionne. C'est un roman sur la confiance, parce qu'en fait, finalement, quand on estime qu'on est trahi par le corps médical, déjà, on n'a plus confiance. C'est ça, on n'a plus confiance en l'autre, puisqu'on a donné cette confiance aux praticiens, et ils ont fait ce qu'ils en ont fait. Donc, difficile de redonner sa confiance à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est aussi une histoire de confiance en soi, parce que quand on a tellement ignoré nos symptômes, on nous a tellement dit qu'on était folle, que c'était dans notre tête, on ne sait plus à quel moment on doit se faire confiance, à quel moment on doit s'écouter. Et puis il y a la confiance qu'on a en soi pour se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Ça c'est l'impact de la maladie directement. C'est les deux, parce que effectivement, l'endométriose impacte la vie personnelle, impacte la sexualité. Pas toujours facile aussi d'être glamour quand vous faites des allers-retours aux toilettes toutes les 5 minutes. Et puis il y a aussi, c'est finalement là où on doit le plus s'abandonner et donc faire confiance, c'est dans une histoire d'amour. Donc c'est le max de la confiance. Et quand vous faites plus confiance à qui que ce soit, c'est un petit peu compliqué. Mais pour votre héroïne, c'est un feel-good. C'est un feel-good. C'est un livre feel-good, comme on dit. Ah, j'aurais adoré avoir son parcours. Ça aurait été cool. Bon, c'est pas le sujet. Vous n'avez pas trouvé un fiancé ? Non. Mais ça reste compliqué, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est compliqué, bien sûr. Alors, c'est vrai que le gros avantage, c'est que maintenant, on parle de l'endométriose. Donc, c'est un sujet qui s'aborde beaucoup plus facilement en couple. Ça, quand même, là-dessus, on a fait énormément de progrès. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet de la confiance quand on a vécu des violences médicales. C'est pas simple. Parce que la dernière fois que vous avez fait confiance, on vous a trahi. Donc, il y a un petit peu cette petite voix dans votre tête qui vous dit peut-être ça va recommencer. Oui, à noter que vous avez écrit un livre qui est consacré à la sexualité et à l'endométriose, donc pour celles qui sont concernées, ceux qui veulent en savoir plus. Oui. Très. Généralement, il plaît bien aux hommes parce que comme j'ai un humour assez mordant, ils sont morts de rire en le lisant, donc c'est cool. L'humour, ça aide finalement quand on est atteinte par une maladie chronique. Oui, c'est une arme formidable, l'humour, parce que si vous voulez, vous avez cette maladie qui vous enquiquine au quotidien, et quand vous vous moquez d'elle, c'est une façon de lui dire, regarde, tu m'enquiquines sur tous les pans de ma vie et je suis quand même capable de me moquer de toi. C'est que finalement, tu ne dois pas être si puissante que ça, en fait. On parle de plus en plus d'endométriose aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de sujets, parce qu'il y a... et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'elles en souffrent, ou c'est une maladie de civilisation ?
Alors, ça va être difficile de vraiment savoir parce qu'il aurait fallu des stats genre avant la révolution industrielle et comparé avec les stats qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on note, c'est que de manière générale, de toute façon, on a toutes les maladies qui flambent. Ça, nos modes de vie qui sont pro-inflammatoires, qui sont avec des perturbateurs endocriniens, donc 2 éléments qui vont jouer sur l'endométriose, ça n'aide pas. La question, c'est est-ce qu'il y a plus de cas ou est-ce que les cas sont plus graves qu'avant et du coup on les voit plus voilà, ça je pense qu'on ne saura jamais. Et puis il y a aussi le fait qu'on diagnostique plus. Oui, mais on parlait des générations qui nous ont précédés, on parlait de Marilyn Monroe, mais peut-être que dans les générations de nos mères, de nos grands-mères, les femmes en souffraient, c'était pas diagnostiqué, elles ont souffert le martyre sans prise en charge. C'est ça. Moi, ma grand-mère, qui en soi n'avait pas de diagnostic, mais quand vous voyez qu'elle a passé une dizaine d'années à faire 15 fausses couches, qu'elle avait de violentes douleurs, tout ça, bon, on se dit qu'il devait y avoir quelque chose derrière. Et puis même, quand on recherche les écrits, on retrouve des traces jusqu'à l'Antiquité grecque, où on a des descriptions. Et sans prise en charge, encore une fois. Alors, ils essayaient quand même, ils essayaient, mais c'était des prises en charge, on improvisait. Alors, Marie-Rose Gallès, pourquoi être passée au roman ? Qu'est-ce que vous avez pu dire dans un roman que vous n'auriez pas pu dire dans un essai scientifique ? Alors, parce que un essai sur les violences gynécologiques, moi la première... Les Vogue, c'est les Vogue, hein, c'est ça, VGO, mais... je sais pas comment on appelle ça. Enfin, franchement, moi la première, quand il faut en lire, je le fais parce que ça fait partie du métier de patient expert, hein, mais bon, c'est quand même pas super fun. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de plus dans un roman ? On peut montrer le quotidien. On peut montrer le quotidien parce que c'est bien joli de lister des symptômes, des choses comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi ne plus avoir confiance en soi ? D'accord, très bien, mais du coup, ça se manifeste comment quand vous êtes au travail et que vous n'osez pas présenter un PowerPoint, des choses comme ça et là, on se rend compte, en fait, on peut se mettre dans les baskets de l'héroïne et le vivre soi-même et de voir effectivement, on vit sa journée et voir comment ça impacte toute la journée. Les cauchemars la nuit, le problème à se lier à nouveau avec des personnes, le problème à s'imposer sur son lieu de travail, des choses comme ça. Et vous ne savez pas si vous pouvez présenter un PowerPoint parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir rester sur vos jambes. Enfin, c'est ça qu'il faut expliquer. Aussi, c'est ça. C'est parce que l'héroïne, elle reprend donc après un congé longue maladie et du coup, elle ne sait pas dans quelle mesure elle va tenir à ce poste. Et c'est au jour le jour où elle découvre les limites de son organisme aussi, quoi. Et les employeurs ne sont pas forcément formés et toujours compréhensifs. C'est ça. Les employeurs et les collègues. Et les collègues, oui. Qu'est-ce que vous conseillez à une femme qui aujourd'hui découvre qu'elle souffre d'endométriose ? Déjà, quel est le bon praticien à voir en premier ? Celui qui va vous aider le plus ? Alors là, c'est difficile parce que ça va dépendre des symptômes. Il y en a qui vont plus avoir de symptômes gynécologiques et d'autres plus symptômes gastro. Donc on ne va pas forcément aller se diriger vers le même professionnel. Ce que je pourrais conseiller, donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître sa maladie. Pas l'endométriose de la voisine, parce que la voisine c'est la voisine, mais vraiment sa maladie à soi pour vraiment se faire son programme sur mesure avec son équipe sur mesure. Parce qu'il faut une équipe quand on est une endométriose. Oui, parce que vous expliquez que ce qui fonctionne très bien sur les symptômes de la voisine peut ne pas du tout fonctionner sur vous. C'est ça. Donc il faut se faire sa petite équipe avec, comme on disait tout à l'heure, son algologue, son gynéco, peut-être sa sage-femme. Son prof de yoga. Exactement. Bon, vous avez une tisane soi-disant miracle ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tisane soi-disant miracle, peut-être pas, mais oui, c'est les bonnes vieilles des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma, la cannelle, gingembre. Généralement, j'aime bien me faire celle-là. Mais vous avez aussi des plantes comme l'achillée millefeuille, qui est anti-inflammatoire, antispasmodique. Donc là aussi, en fait, c'est une prise en charge qui date de l'Antiquité. Qui est toujours d'actualité. On voit fleurir pas mal de régimes anti-inflammatoires, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, il y en a que ça soulage. Dédié à l'endométriose. Voilà. Alors là aussi, faut faire un crash test, voir ce qui marche sur soi. Il y en a qui vont devoir tout arrêter, d'autres juste en limitant un peu de laitage ou un peu de gluten, ça marche. Chacun de voir ce qui lui correspond. Essayez peut-être avec un petit calepin de lister déjà vos symptômes en fonction de ce que vous mangez sur un mois pour voir cibler un petit peu plus votre régime. Marie-Rose Gallès. Alors, on vous suit en podcast. Vous êtes à quelle saison aujourd'hui ? On va attaquer la 3e saison.
D'accord. Donc ça, on vous trouve comment ? Sur les plateformes d'écoute, Apple, Spotify. Voilà. Très présente sur les réseaux, sur Insta, c'est... Super Andogirl. Et votre livre, c'est pour votre bien madame, on le trouve où ? Vous le trouvez sur Amazon. Voilà. D'accord, vous le commandez sur Amazon. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Voilà, vous pourrez réécouter cette émission qui s'écoute très bien en podcast, elle aussi, sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.